Le nouveau pape, Rodrigo Borgia, choisit pour nom Alexandre VI, une référence évidente à Alexandre le Grand et une revendication au pouvoir temporel. Il y aurait fort à redire sur la sainteté de l'élection du Saint-Père. Rodrigo Borgia offre des ducats, des palais et des évêchés aux cardinaux, achetant ainsi sa fonction. Après l'élection, sa fortune n'est pas dilapidée pour autant. Pour preuve, les fastueux appartements qu'il fait aménager au palais pontifical. Aujourd'hui encore, le luxe de ces salles embarrasse le Vatican. Les visiteurs n'ont que rarement le droit de les voir et on n'accorde que très exceptionnellement l'autorisation de les filmer. Les richesses qu'elles recèlent sont un outrage à la piété. Ce mystérieux tableau au-dessus de la porte de la salle à manger du pape déchaîne les passions depuis des siècles. Plusieurs fois, il aurait dû être effacé ou repeint. Pourtant, autrefois, des visiteurs payaient d'importants pots de vin pour avoir le droit de l'admirer en cachette. La raison? La Vierge apparaît sous les traits de la belle maîtresse du pape, Julie. Pour la précieuse décoration de ses appartements, Alexandre VI engage l'un des plus célèbres peintres de l'époque, Pinturicchio. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore pleinement interprété la symbolique que dissimulent ces sublimes tableaux. Ils reflètent l'ambitieuse politique familiale du pape qui projette de fonder une dynastie. Sous ce taureau doré, l'animal des armoiries des Borgia, les membres de la famille du pape sont métamorphosés en personnages de la mythologie. Et parmi eux, sa fille Lucrèce, sous les traits d'une sainte, et son fils César, d'un roi. De nos jours, quand on dit qu'un pape avait fondé une famille, ça provoque une réaction d'horreur. Surtout quand on pense à la piété du pape actuel. On est stupéfait. On se dit que ce n'est pas possible. Mais ça a toujours été comme ça, ou en tout cas pendant très longtemps. De nombreux papes ont eu des enfants, mais là, la situation est différente. Le pape Borgia l'admet. Il avoue mener une vie de famille. Il reconnaît aussi sa soif de pouvoir. Au-dessus de l'entrée du Vacca, un débit de boissons malfamées sur la place Campo dei Fiori, surtout fréquenté par des courtisanes, ces armoiries attirent le regard. On y voit aussi bien le taureau des Borgia que le blason de Vanozza, la maîtresse du pape, qui possède de nombreuses auberges à Rome. C'est un événement sans précédent. Elle fait de la publicité pour un débit de vin avec les armoiries de son amant, le pape. Elle a activement travaillé pour créer une sorte d'empire féminin. Je crois aussi que c'était une personnalité très impressionnante, dont Rodrigo Borgia s'est inspiré même après être devenu pape. Elle comptait beaucoup à ses yeux. Jusqu'à sa mort, ils ont échangé des billets qui évoquaient surtout des sujets de la vie quotidienne, mais qui montrent aussi un sincère attachement et une sollicitude qu'elle exigeait et qu'elle a obtenue. Les fonctionnaires d'Alexandre VI remplissent au nom du pape les caisses du Vatican en accordant des licences pour des maisons closes et des tripots de jeu. À l'époque, un individu pieux se plaint de la quantité de proxénètes et de prostituées qui déambulent dans la ville du Saint-Siège. La Rome de la Renaissance est la capitale de la chrétienté et en même temps la capitale mondiale de la prostitution. Au XVIe siècle, Rome était la terra d'Adone, ce qui signifie la ville des femmes. Aujourd'hui, cette qualification peut nous sembler étrange. Mais à l'époque, Rome offrait aux femmes et aux jeunes filles sans ressources une formidable chance de gravir les échelons de la société en tant que courtisanes. De toute l'Europe, des jeunes filles affluent à Rome pour mener de leur plein gré une vie de prostituée de luxe. À l'époque, ces courtisanes constituent, avec leur famille, environ 10% de la population de la capitale. Elles jouissent d'une grande liberté et sont admirées partout.
En réalité, le mot courtisane est en soi tout un programme. Ce terme apparaît pour la première fois vers la fin du XVe siècle, dans ce que l'on appelle le Liber Notarum, le journal de Johann Burckhardt, le maître des cérémonies du pape Alexandre VI. Il est décrit un festin auquel a participé une cortigiana. Il ajoute « hoc es meretrix honesta », autrement dit une prostituée respectable. L'apogée des courtisanes romaines n'a pratiquement pas laissé de traces. Elles comptaient de nombreux évêques et cardinaux parmi leurs clients, et même des papes. Tous les princes de l'Église qui ont suivi le savaient pertinemment. Mais il faut un réel talent de détective pour exhumer les quelques preuves cachées qui existent encore. Certains éléments ont été très difficiles à trouver. Par exemple, nous avons ici le bordereau d'un impôt payé par les courtisanes. La littérature du XIXe siècle y faisait souvent référence. Grâce à elle, je savais donc qu'un impôt spécial devait exister et qu'il devait y avoir une liste quelque part. Mais elle a été incroyablement difficile à retrouver dans les archives romaines. J'ai cherché pendant plusieurs semaines dans toutes les archives de la ville jusqu'à ce que je tombe enfin dessus, ici, aux archives d'État. Cet impôt ne concernait bien sûr que les courtisanes aisées ou officielles. Mais là aussi, il existait une énorme inégalité sociale. Certaines courtisanes ne payaient que 5 scudi par an, et d'autres 100 scudi. À l'époque, 100 scudi représentait une vraie fortune, une somme faramineuse. Certaines personnes n'auraient jamais pu gagner autant d'argent en toute une vie. Cette liste indique aussi clairement le rang social et surtout le lieu d'origine de ces femmes. La plupart des courtisanes n'étaient pas originaires de Rome. Ici, par exemple, il y a une Laura Spagnola et là, une Margarita Perugina, originaire de Pérouse. Il y a bien une Margarita Romana, mais ensuite on peut lire Maria Fiamenca, donc une Hollandaise, Policena Greca, puis Angela Spagnola. Des femmes des 4 coins du monde apparaissent sur cette liste. Les Romaines n'en représentent qu'une petite minorité. Et sortir les courtisanes, c'est le pape de tous les scandales. Il n'empêche que sous son règne, le Vatican a une réelle influence sur la politique internationale. L'année de l'élection du pape, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et Alexandre VI intervient dans le conflit opposant les Espagnols aux Portugais sur les droits territoriaux. D'un trait de plume, il partage le Nouveau Monde et empêche ainsi une horrible guerre navale. En remerciement, le pape reçoit les premières cargaisons d'or en provenance d'Amérique. Avec les armoiries des Borgia, cet or décore encore le plafond de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, la plus ancienne église du monde dédiée à la Vierge Marie. Comme l'or, le magnifique mariage de la fille du pape, Lucrèce, accroît la gloire des Borgia. Alexandre VI nomme Julie Farnèse première dame d'honneur de sa fille, même si cette distinction a un goût amer pour le pape, car sa maîtresse doit désormais accompagner sa fille dans ses déplacements. La passion du pape pour sa maîtresse, qui est encore mineure, est depuis longtemps un sujet de moquerie parmi les Romains. Julie est appelée la mariée du Christ, une métaphore normalement réservée aux religieuses. Enfin, il s'en va. Ma vie va recouvrer son ordre. C'est nouveau.
Au lieu que le monde vous mente, c'est vous maintenant qui vous mentez? Je ne trouve plus le sommeil. Quand elle est dans mes bras, je suis trop heureux. Et si elle s'en va, je serai trop malheureux. Vous êtes l'homme le plus puissant du monde, tant que les Français ne vous auront pas assassiné. Vous ne devez pas être si dépendant de cette femme. Je sais. Autrefois, j'ai aussi été dépendant de toi. Quand je suis partie, je pensais ne jamais le revoir. Il trouverait un autre sein dont il savourerait le nectar, ou bien il deviendrait chaste. Il m'oublierait plus vite qu'il ne faut de temps au prêtre de Saint-Pierre pour encaisser une indulgence. Même loin de la cour pontificale, Julie a une influence considérable sur Alexandre VI, qu'elle utilise au profit de son frère. À 25 ans seulement, Alexandre Farnèse est nommé cardinal, et on sait à qui il doit cet honneur. Beaucoup de gens étaient furieux, mais notre jeune Alexandre Farnèse n'a eu que ce qu'il méritait, bien sûr. On savait que la belle Julie partageait de temps en temps le lit du pape. On a donc surnommé son frère Gonella, ce qui veut dire jupon ou cardinal des jupons. Il y avait aussi un terme plus obscène. Au lieu de Farnèse, le peuple l'appelait le cardinal Frénièse, le cardinal con. Il devait en souffrir, même si c'était un peu vrai. Sans Julie, son ascension aurait sûrement été plus lente. Un autre jeune homme aurait pris sa place. Dans les archives secrètes du Vatican, on protège jalousement une découverte sensationnelle du regard des curieux. Ces lettres d'amour entre le pape et sa jeune maîtresse sont les seules preuves du genre à exister. Même à distance, Julie Farnèse joue un jeu raffiné avec son bien-aimé. Pour signer ses lettres, Julie utilise la formule consacrée à l'époque, l'obéissante esclave du pape. Mais cette soumission n'est que simulacre. Ces lettres sont un subtil dosage de passion et de chantage. Votre sainteté est absente. Tout mon bien-être et mon bonheur dépendent de vous. Je ne trouve donc ni plaisir ni satisfaction dans mes passe-temps. Car là où se trouve mon bien-aimé, se trouve mon cœur. Le pape vieillissant veut à tout prix que Julie revienne près de lui à Rome. Mais celle qu'on appelle la belle pose ses conditions. Elle exige un évêché pour son frère. Devant le refus du pape, elle menace de retourner dans les bras de son mari. Cette exigence toute chrétienne met le pape, malade d'amour, dans une rage impuissante. Ingrate et perfide Julie, même si nous estimions que ton âme était mauvaise, nous ne pouvions pas croire que tu agirais avec autant de bassesse, alors que tu nous avais trop souvent promis de te confier à nous fidèlement. À présent, tu veux à nouveau te donner à ton mari, cet étalon d'élevage. Nous t'interdisons, sous peine d'excommunication et de damnation éternelle, de retourner chez ton époux.
Mais ça ne lui plaît pas, ça le rend jaloux et le met en colère. Et il le reconnaît avec tant de franchise dans cette merveilleuse lettre dans laquelle il lui fait de vrais reproches en l'accusant d'être ingrate et perfide. Il s'agit là d'une déclaration très personnelle que l'on ne peut pas uniquement interpréter d'un point de vue politique. Il est amoureux d'elle et ça ne lui plaît pas qu'elle regarde ailleurs. Au fil du temps, il a certainement dû le remarquer. Pour une jeune fille de 15 ans, c'est long 5 ans. Et à 20 ans, elle en avait probablement assez de cette maturité. Plus d'un jeune homme l'intéressait davantage que son amant, et il a dû s'en rendre compte. Mais Alexandre VI est bien plus qu'un coureur de jupons. C'est l'un des papes les plus détestés et les plus importants de l'histoire. Depuis le début du Moyen-Âge, les papes aspirent au pouvoir temporel comme les rois et les empereurs. Mais le célibat ne leur permet pas de fonder des dynasties. Pourtant, Borgia ne se soucie guère de cet obstacle. Grâce à lui, ses fils deviennent des ducs et des cardinaux qui font la guerre en son nom.